Quand Bonaparte et Joséphine, le coup de foudre fut tel qu'il en oublia toute prudence. Comment expliquer le choix du général Bonaparte à l'aube d'une telle carrière avec son ambition? Comment expliquer ce choix, si ce n'est l'amour? Ah, il faut le faire. Épouser la veuve d'un homme que l'on vient de guillotiner. Homme qui en plus a commandé en chef l'armée du Rhin. Militaire condamné comme traître. Et ancien homme politique. Ça peut aussi s'additionner, car le général de Beauharnais est aussi l'ancien président de l'Assemblée constituante. Ah, j'oubliais, en pleine révolution, il était noble en plus, et délégué de la noblesse aux États généraux. Si on croit Napoléon opportuniste, là, on est obligé de croire qu'il est amoureux fou, car il a perdu la raison. Coup de foudre le 15 octobre 1795, précisément, à une soirée chez Barras qui dirige la France sous le Directoire, où Bonaparte est invité, après le succès de Toulon. Même le fait qu'elle soit sans doute la maîtresse de Barras ne le dissuade pas. Il vient chez elle, prétextant rendre à son fils le sabre de son père, car en plus elle a 2 enfants. Elle est en plus âgée que lui, 6 ans. À cette époque, cela se voit plus qu'aujourd'hui, mais l'amour a ses raisons. Il l'épouse 5 mois après seulement, et dans l'acte de mariage, il se vieillit de 18 mois et la rajeunit de 4 ans, tout en se disant né à Paris. Voilà l'homme qui rédigera après le Code Napoléon. À peine épousé, l'acte de mariage est signé à 10 heures du soir. L'homme pressé doit partir faire la campagne d'Italie. Mais Joséphine ne vient pas le rejoindre. Non, elle répond même lentement à ses lettres et lui en devient encore plus fou. Je repasse dans ma mémoire tes baisers, tes larmes, ton aimable jalousie et les charmes de l'incomparable Joséphine allument sans cesse une flamme vive et brûlante dans mon cœur et dans mes sens. Ah, quand libre de toute inquiétude, de toute affaire, pourrais-je passer mes instants près de toi? N'avoir qu'à t'aimer, ne penser qu'au bonheur de te le dire et de te le prouver. J'espère que tu pourras bientôt me rejoindre. Je croyais t'aimer il y a quelques jours, mais depuis que je t'aime, je sens que je t'aime 1000 fois plus encore. Depuis que je te connais, je t'adore tous les jours davantage. Sois moins belle, moins gracieuse, moins tendre, moins bonne surtout. Surtout, ne sois jamais jalouse, ne pleure jamais, tes larmes m'ôtent la raison, brûlent mon sang. Crois bien qu'il n'est plus en mon pouvoir d'avoir une pensée qui ne te soit pas soumise. Repose-toi bien. Rétablis vite ta santé, viens me rejoindre, et au moins qu'avant de mourir, nous puissions dire nous fûmes heureux tant de jours, millions de baisers. N. Il est arrivé en Italie en trouvant une armée où la solde n'est pas payée, une armée sans vêtements ni armes, et prenant les armes aux Autrichiens, elle reste aux Italiens, elle conquiert tout. Mais Joséphine ne veut pas le voir. Joséphine est... Comment dire? Bon, vous m'avez compris, et il demande qu'elle vienne. Elle répond avec son charme nonchalant. Napoléon écrit: je n'ai pas passé un jour sans t'aimer, je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras, je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloigné de l'âme de ma vie. Après, il lui fait certains reproches parce qu'elle ne vient pas et qu'elle dit qu'elle est malade, alors forcément, il y a des doutes. Mon âme est triste, mon cœur est esclave et mon imagination m'effraie. Tu m'aimes moins, tu seras consolé un jour, tu ne m'aimeras plus, dis-le-moi. Adieu, femme, tourment, bonheur, espérance et âme de ma vie que j'aime, que je crains, qui m'inspire des sentiments tendres, qui m'appelle à la nature et des mouvements impétueux, aussi volcaniques que le tonnerre. Je ne te demande ni amour éternel, ni fidélité, mais seulement vérité, franchise, sans bornes. Là, on peut se poser des questions si l'homme le plus intelligent du monde n'est pas tellement amoureux qu'il en devient peut-être un petit peu moins intelligent. Il faudra qu'il menace de quitter l'armée d'Italie. Oui, vous avez bien entendu. Si cela n'est pas une preuve d'amour, il fait passer Joséphine avant son métier et son destin. Oui, et il menace de quitter l'armée d'Italie pour que l'on force Joséphine à venir le rejoindre en Italie. Elle viendra enfin, escortée par un frère de Napoléon, mais aussi son amant, mais passons. Et Napoléon Bonaparte gagne tout. Pour elle aussi, pour la garder, pour la conquérir elle aussi, qui sait. Enchaînant dispute avec Joséphine, bataille toujours gagnée, nouvelle dispute et nouvelle réconciliation, car elle sait se faire aimer. Ah, l'Italie, on ne peut pas appeler cela un voyage de noces, car cela ne ferait pas sérieux. Bonaparte fait fortune en Italie à tel point qu'il envoie de l'argent au Directoire à Paris. Son prestige est énorme et on lui propose d'envahir l'Angleterre par mer. Tentant déjà, son inspection lui confirme qu'alors la tâche est impossible. Donc, attaquons indirectement l'Angleterre et prenons l'Égypte. Napoléon y fonce, mais décide de rentrer en France à cause aussi des bruits qui lui reviennent sur Joséphine. Sous le feu de la passion, elle décide de divorcer. Il les rend furieux.
Elle a essayé d'aller au devant de sa voiture, mais le rate et elle le retrouve à la malmaison, leur maison, alors qu'il est déjà arrivé. Dispute, mais Joséphine le séduit toujours et le lendemain, il se réveille dans le même lit, encore. Il est le centre de gravité de la vie politique et veut l'aide de son ménage. Il s'affirme en accélérant la fin du directeur en créant avec l'aide de Talleyrand le consulat avec 3 consuls alternativement, en commençant par ordre alphabétique, dira Talleyrand, qui pensait tout. Consulat qui sera vite transformé en consulat à vie. Le Parlement lui propose alors l'Empire. Il l'accepte, tiens donc, et il couronne la femme de sa vie. Car dans le tableau appelé le Sacre de Napoléon, c'est plutôt le couronnement de Joséphine que le couronnement de Napoléon qui est montré. Maintenant, il s'agit de consolider tout cet acquis auquel même sa mère ne croyait pas, pourvu que ça dure. La famille de Napoléon ne supportait pas Joséphine, et même là, il prenait le parti de Joséphine contre toute sa famille, tant son amour pour elle est plus important que tout. Dieu sait, sa famille de Napoléon est inouïe, surtout les femmes. Sa mère, qui était la plus belle femme de Corse, déteste Joséphine et ne veut même pas assister aux cérémonies du sacre et part à Rome. Napoléon contraint David à placer sa mère dans le tableau. Ses sœurs, Pauline, une grande beauté, immortalisée nue par Canova. Ah, Pauline, Pauline. Il paraît que les séances de pose chez le sculpteur font scandale. Il y a aussi Caroline qui fait ce qu'elle veut de son mari Murat. Et tout cela avec des discussions entre membres de la famille Bonaparte, parlant corse entre eux, aux Tuileries. Arrive alors une chose inouïe. Napoléon Ier préfère la France à Joséphine. Il a tout. Apogée de l'Empire avec la femme qu'il aime, et il veut que l'organisation qu'il a mise en place perdure après sa mort. Il lui faut un héritier. Oui, là, il ne pense pas à lui, mais à ce qui se passera après sa mort. Il est toujours amoureux de Joséphine, à qui il donnera des sommes énormes même après le divorce. Il est persuadé que Joséphine ne peut plus donner d'enfants et que lui peut en procréer. C'est une intuition de cette prodigieuse intelligence, car Joséphine a déjà 2 enfants et lui non. Alors seulement quelques semaines après le sacre, il décide de le vérifier auprès de la ravissante Éléonore de Nueil, qui lui donne un fils dès décembre 1806, Léon. Napoléon ne la revit plus jamais, la maria et assura leur avenir financier. Elle mourra sous l'Empire, mais le second, en 68, et se fera enterrer avec autour de son cou la chaîne et la médaille pieuse que lui avait offerte Napoléon, qui doit avoir plus compté pour les femmes que l'on ne le croit d'habitude. Mais l'empereur sait qu'une femme peut avoir plusieurs amants. Un mois seulement après la naissance du petit Léon, Napoléon rencontre à un bal donné par Talleyrand Marie Walewska. Le lendemain, il lui écrit « Je n'ai vu que vous, je n'ai admiré que vous, je ne désire que vous. » Amour récompensé en octobre 1809, voilà tant un enfant, et le sort de Joséphine est scellé. 2 mois après seulement, Napoléon divorce. Voilà ce que dit l'empereur. La politique de ma monarchie, oui, il a dit monarchie, l'intérêt et le besoin de mes peuples qui ont constamment guidé toutes mes actions, veulent qu'après moi je laisse à des enfants, héritiers de mon amour pour mes peuples, ce trône où la Providence m'a placé. Cependant, depuis plusieurs années, j'ai perdu l'espérance d'avoir des enfants de mon mariage avec ma bien-aimée épouse, l'impératrice Joséphine. C'est ce qui me porte à sacrifier les plus douces affections de mon cœur, à n'écouter que le bien de l'État et à vouloir la dissolution de notre mariage. Parvenu à l'âge de 40 ans, je puis concevoir l'espérance de vivre assez pour élever dans mon esprit, dans ma pensée, les enfants qu'il plaira à la Providence de me donner. Dieu sait combien une pareille résolution a coûté à mon cœur, mais il n'est aucun sacrifice qui soit au-dessus de mon courage lorsqu'il m'est démontré qu'il est utile au bien de la France. J'ai besoin d'ajouter que loin d'avoir jamais eu à me plaindre, je n'ai jamais eu qu'à me louer de l'attachement et de la tendresse de ma bien-aimée épouse. Elle a embelli 15 ans de ma vie. Le souvenir en restera toujours gravé dans mon cœur. Elle a été couronnée de ma main. Je veux qu'elle conserve le rang et le titre d'impératrice, mais surtout qu'elle ne doute jamais de mes sentiments et qu'elle me tienne toujours pour son meilleur et son plus cher ami. Puis, c'est au tour de Joséphine de parler. Avec la permission de notre auguste et cher époux,
Je dois déclarer que ne conservant aucun espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l'intérêt de la France, je me plais à lui donner la plus grande preuve d'attachement et de dévouement qu'il ait jamais été donné sur la terre. Je tiens toutes ses bontés. C'est sa main qui m'a couronné du haut de ce trône. Je n'ai reçu que témoignages d'affection et d'amour du peuple français. Mais la dissolution de mon mariage ne changera rien aux sentiments de mon cœur. L'empereur aura toujours en moi sa meilleure amie. Je sais combien cet acte commandé par la politique et par de si grands intérêts a froissé son cœur, mais l'un et l'autre nous sommes glorieux du sacrifice que nous faisons au bien de la patrie. Napoléon se marie moins de 3 mois après. L'efficacité et la rapidité dans tous les domaines. Il cherche donc un ventre. On parla de la sœur du tsar comme épouse possible, mais elle avait 14 ans, ce qui était un peu jeune, et l'empereur est pressé. Et il est temps qu'il se jette sur Marie-Louise dès qu'elle approche de Paris, à Compiègne, et 3 mois après, elle écrit à son père qu'elle est déjà enceinte. Il ne l'a jamais aimée, leur lettre le montre. Il l'utilise comme ventre, instrument politique pour la paix en France, paix constamment contrariée par les intrigues anglaises, qui ne veulent jamais de puissance dominante en Europe. Pourquoi alors donner tant d'argent à Joséphine? On dit que Napoléon a donné à Joséphine 30 millions en quelques années seulement. C'est énorme et injustifiable, surtout pour une femme dont on vient de divorcer si on ne l'aime pas. Il l'aime toujours. Cette charmeuse a gardé son charme. Et les femmes honnêtes, qu'ils sont presque toutes, savent ce que le charme peut faire dans la tête des hommes. Napoléon arrive à l'île d'Elbe le 4 mai 1814. Joséphine est toujours vivante. Elle mourra 3 semaines plus tard, le 29 mai. Napoléon revient à la Malmaison, une dernière fois avant de partir pour Sainte-Hélène, entre le 25 et le 29 juin 1815. Quel souvenir! Joséphine. Joséphine, puisque c'était lui qui l'avait appelée le premier Joséphine. Ses vrais prénoms étant Marie, Joseph, Rose. Joséphine, Joséphine, Joséphine. Napoléon va tout faire pour les enfants de Joséphine. Il adopte son fils Eugène de Beauharnais. Il n'a encore que 24 ans, il reçoit la dignité d'archi-chancelier d'État et de grand aigle de la Légion d'honneur. Napoléon est roi d'Italie. C'est Eugène qui en sera le vice-roi et en plus prince de Venise. Napoléon va tout faire aussi pour la fille de Joséphine, Hortense. Il l'adopte également et la marie à son frère Lucien, roi de Hollande, dont alors à Napoléon III. Elle doit avoir aussi quelque chose du charme de sa mère, car d'un autre monsieur, elle aura aussi le duc de Morny qui sera ministre de son demi-frère. Le fils de Marie Walewska sera aussi ministre de Napoléon III, ça reste en famille. Revenons au fils de Napoléon, né de Marie-Louise, l'Aiglon. Quand l'Aiglon apprend la mort de son père, le deuil est interdit à la cour d'Autriche. Mais cet enfant dans lequel coule le sang de Napoléon ne va pas se laisser abattre. Et cet enfant de 10 ans, l'âge qu'avait son père en rentrant à l'école de Brielle, décide de porter seul le deuil de son père au milieu de tous les Autrichiens. Napoléon a-t-il été fidèle à Joséphine? On sait que Napoléon a vu des liaisons en Égypte et ailleurs, mais il n'y accordait visiblement aucune importance par rapport à Joséphine. De même, Désiré Clary sera éclipsé dès l'apparition de Joséphine. Mais l'empereur couvrira de bienfaits Désiré Clary toute sa vie. Il est fort probable qu'elle sera toujours, elle, au fond de son cœur, amoureuse de lui. Et la visite que, paraît-il, elle fit au roi qu'elle en fut l'objet. Cela pouvait-il être le retour des cendres de l'homme exceptionnel, exceptionnel de sa vie aussi pour elle. Et quant à Joséphine, en tenue d'impératrice, son monument funéraire montre bien ce qui a compté dans sa vie.